La laïcité, 120 ans de la loi de 1905, mais plus globalement la laïcité. Moi qui commence à avoir un peu d'âge, je me souviens, certains peut-être d'entre vous, que la laïcité ne faisait aucun débat il y a encore quelque temps. Aujourd'hui, la laïcité est un vrai sujet d'affrontement politique. Je prends un exemple. Libération, aujourd'hui. 3 pages. 120 ans après, liberté, égalité, crise d'identité. La neutralité devenant un prétexte de discrimination, notamment envers les musulmans. 3 pages. Dans le même journal, mon ami Luc Levaillant, il me l'a envoyé, c'est pour ça que je l'ai en visio. Et si la laïcité retrouvait sa pugnacité, cette valeur républicaine bousculée doit raviver sa virulence initiale pour faire face aux régressions religieuses et démasquer les tolérances coupables envers les obscurantismes. Libération, 2 articles de Libé. Je ne peux pas faire mieux comme opposition. Mais plus globalement, incontestablement aujourd'hui, la laïcité est instrumentalisée sur des positions que je qualifierais d'identitaires. On a d'un côté, on peut commencer d'un côté ou de l'autre, on a d'un côté ceux qui estiment que la France est envahie et que la laïcité, que c'est bien embêtante pour le catholicisme, mais que la laïcité est quand même quelque chose de très utile si l'on veut pousser un peu dehors les musulmans et tout ce que ça représente. Mais on a aussi de l'autre côté tous ceux qui estiment que, en tant que musulmans ou amis des musulmans, la laïcité, comme dit Libération, est une arme contre eux. On a 2 aspects de position parfaitement identitaires. Or, ce n'est pas du tout ce qui était l'objectif de la laïcité et de la loi de 1905. Alors, cela se présente dans un contexte international. Je ne vous rappelle pas, vous ne l'avez peut-être pas lu en entier, les 32 pages du document américain qui a été publié hier, mais vous avez peut-être entendu un petit peu la presse en parler, et de l'excellent Donald Trump qui veut remettre Dieu au centre de tout, et de la politique. Et donc on a cette opposition entre cette France coincée dans cette espèce de chose qu'on appelle la laïcité, et puis la chose merveilleuse que l'on a du côté anglo-saxon, avec un multiculturalisme ouvert, une tolérance parfaite, etc. Et qui influe sur des tas de gens, sur des tas de choses. J'ai pris le train la semaine dernière pour aller faire une autre conférence à Vichy. J'avais oublié de prendre un livre dans mon train. J'ai acheté la dernière édition qui vient de sortir, l'Atlas des religions du monde. Et je viens de constater qu'elle a été en grande partie écrite par des Américains. La page « Une liberté entravée » présente une carte du monde avec, vous ne pouvez pas le voir d'ici, mais vous me croyez, avec, suivant les couleurs, les persécutions et restrictions gouvernementales, faibles, modérées, élevées, très élevées. À votre avis, la France est classée où? Élevée. Voilà la façon dont une partie du monde nous voit. Je crois qu'on ne peut pas éliminer cela. Et je pense qu'il faut effectivement expliquer tout cela. Et je pense que même pour nous-mêmes, il faut que l'on voit comment la France est devenue laïque. L'exposition en particulier l'explique. Moi, je vais la prendre un peu sous d'autres angles. Mais comment la France est devenue laïque? Qu'est-ce que ça voulait dire à l'époque et qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Avec aussi toutes les imperfections françaises, notamment toutes les dérogations à la loi. Vous avez vu que, bon, on a dit que j'étais un peu un spécialiste du Concordat, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé là-dessus, mais je vous aborderai la question de l'Alsace et de la Moselle, mais aussi des territoires ultramarins, et qui ont des situations effectivement très différentes du reste de la métropole.
Donc pourquoi et comment la France est devenue laïque? Tout le monde voit, c'était à l'écran, oui. Ben, la France, elle bénéficie du fait qu'au moment de la Révolution française, c'est déjà un pays centralisé, enfin assez largement centralisé, avec des spécificités provinciales qui sont non négligeables, mais quand même, et cela depuis très longtemps. Quasiment avec Philippe Auguste, la France commence à prendre déjà une certaine dimension, et petit à petit, les frontières se forment, et donc la France est à ce territoire. Elle a ce territoire, elle a aussi cette unité politique, mais aussi unité religieuse, voulue par les rois. Bon, vous avez tous en mémoire les guerres de religion. Édit de Nantes, pacification, on accorde quelques privilèges aux protestants, pas trop quand même. Richelieu les diminue, et Louis XIV dit fini. Sauf l'Alsace qui vient de conquérir, à qui il accorde le droit de garder des protestants. C'est le régime de l'Ancien Régime où c'est un régime de privilèges. Comme on accorde des privilèges très particuliers à quelques nations juives en Alsace, à Metz, à Bordeaux et dans le comtat vénécin, qui est d'ailleurs pas français, qui appartient au pape. Mais sinon, pour Louis XIV, il n'y a pas, comme nous dirions aujourd'hui, des citoyens français. Il y a des sujets du roi. Et ces sujets du roi sont réputés catholiques. Circuler, il n'y a rien à voir. Et avec, donc, une présence, je vais y revenir, de l'Église catholique à côté du roi, face au roi, mais aussi à ses côtés, en permanence, avec tout ce que ça implique. Qu'est-ce que l'on a dans des pays qu'on nous oppose ou avec lesquels on nous compare? L'Allemagne, notre voisin immédiat, à la veille de la Révolution, là, c'est une mosaïque. C'est une mosaïque. Bon, il y a le royaume de Prusse qui est relativement important, il y a le royaume de Bavière, et puis il y a le royaume de Saxe, l'État de Thuringe, etc., etc. On peut les compter, il y en a une foultitude. Les uns sont catholiques, les autres sont protestants, voilà. Il n'y a pas aucune unité religieuse. C'est toujours le cas en Allemagne. Et chaque Land, en allemand, un Land, des Länder, chaque Land a sa spécificité et a d'ailleurs sa politique religieuse assez différente. On peut, sur certains sujets, notamment sur l'impôt religieux. Et alors les États-Unis qui veulent toujours nous donner la leçon. Qu'est-ce que c'est que ces premières 13 colonies qui ont constitué la base des États-Unis d'Amérique sur la côte atlantique du continent? Tout le monde sait qu'ils ont été constitués en très grande partie par des réfugiés religieux, des gens qui étaient soit des protestants d'une secte, je mets 50 paires de guillemets, qui n'étaient pas acceptés par les autres, certains baptistes, anabaptistes, etc., méthodistes, enfin tout ce que vous voulez, qui étaient à l'époque. Il y en a d'autres qui sont développés depuis. Même des catholiques, qui en Angleterre n'étaient pas vraiment regardés de manière agréable. Et tous ces gens-là qui sont venus sur la côte américaine, ils ne sont pas venus pour obtenir une liberté de conscience, ils sont venus pour avoir une liberté de culte. Dans le pays d'où ils venaient, ils n'avaient pas le droit de pratiquer le culte qu'ils voulaient. Et en Amérique, ce qui est essentiel, c'est de pouvoir pratiquer son culte. Alors que nous le verrons, en France, l'essentiel, c'est la liberté de conscience de l'individu, et non pas la liberté religieuse des religions, des cultes. On a vraiment de ce côté-là deux visions du monde qui sont différentes et qui sont difficilement compatibles et qu'on a du mal à expliquer à nos interlocuteurs dans le monde entier. Et vu la puissance aujourd'hui médiatique et autres des États-Unis et du monde anglo-saxon, c'est vrai que nous avons cette difficulté-là. C'est pas évident. Alors, dans la France d'Ancien Régime,
dont j'avais uniquement la carte tout à l'heure, donc avant la Révolution française, nous avons une véritable religion d'État. Une religion d'État avec un roi qui représente Dieu sur terre, un roi qui est choisi par Dieu et dont on ne peut pas contester, on ne devrait pas contester les décisions. D'ailleurs là, bon, c'est une photo, un tableau qui date d'une période bien avant la Révolution, mais ça n'a pas d'importance, je ne vais pas trouver autre chose. Mais c'est donc le roi est sacré. On lui badigeonne la tête avec cette huile sainte qui est, d'après la légende, contenue dans une ampoule qui se renouvelle sans arrêt depuis le baptême de Clovis. Croit qu'il veut. On n'a jamais retrouvé l'ampoule depuis, hein, c'est un autre problème. Mais donc, ça serait pas mal quand même, hein, ça permettrait de faire des choses. Mais donc, le roi est sacré, et donc il est l'équivalent, j'allais dire, d'un super prêtre. Hein, c'est quelqu'un qui a un rôle non seulement politique, mais aussi un rôle religieux. Et donc, il a le soutien de l'Église, puisque c'est l'Église qui lui confère cela. Mais en contrepartie, bien sûr, il va soutenir au maximum l'Église. Il va soutenir l'Église sous toutes les formes possibles, et ce qui entraîne une intolérance religieuse. Louis XIV n'a pas accepté que son grand-père Henri IV laisse un certain nombre, bien que Henri IV au départ fut un huguenot, il n'a pas accepté qu'Henri IV accepte qu'il y ait un certain nombre de territoires qui étaient fortement imprégnés de protestantisme. Et donc, il a décidé de supprimer l'édit de Nantes et donc d'imposer le catholicisme dans l'ensemble du territoire. Et l'on a, c'est une image de l'époque, mais qui ressemble presque à une caricature, hein, c'est l'image de ces fameuses dragonnades. À l'époque, les armées n'avaient pas de caserne. Quand elles se déplaçaient, elles vivaient chez l'habitant, avec tout ce que ça comportait. Hein. On logeait chez lui, on mangeait chez lui. Excusez-moi, mais éventuellement, on s'occupait un peu des femmes. Enfin, ça, c'est un autre problème. Et on vivait là. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait dans les territoires protestants? Ben, notamment, ça a commencé en Vendée, parce que la Vendée n'était pas exclusivement catholique, il y avait des parties protestantes. Dans les parties protestantes, puis dans les Cévennes, on a envoyé des soldats qui s'appelaient souvent des dragons, et donc c'est pour ça qu'on appelait ça les dragonnades, et on les envoyait, et ils devaient forcer par tous les moyens les habitants, qu'ils le veuillent ou non, à abjurer leur protestantisme. Voilà. Là, l'individu signe comme quoi, voilà, j'abjure mon hérésie, etc., etc. Beaucoup sont partis, hein, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, beaucoup sont partis un peu partout. Berlin à l'époque devient quasiment une ville française, hein, une ville huguenote, mais aussi en Hollande, en Belgique et ailleurs. Donc cette intolérance religieuse au bénéfice de l'unité religieuse de la France, au service du roi, mais aussi au service de l'Église. Mais une Église qui, pour le roi de France, doit lui obéir à lui plus qu'au pape. La France, le royaume de France, a la chance à l'époque de bénéficier d'un concordat qui avait été signé entre François Ier et le pape de l'époque. J'avoue, j'ai oublié son nom. Il a été signé en 1516, au lendemain de la bataille de Marignan. Tout le monde connaît 1515, on a appris ça à l'école. Et en 1516, le pape a été battu parce que c'est lui qui menait la coalition guerrière contre les Français qui voulaient envahir le Milanais et puis descendre jusqu'à Naples. Et donc le roi de France arrive à tordre la main du pape et obtenir un concordat qui lui donne le droit de nommer les évêques. Privilège quasi exclusif dans toute l'Europe occidentale. Nommer les évêques, c'est d'abord nommer des copains, donc ça permet de faire des cadeaux à des gens qui après sont dépendants de vous, mais c'est aussi des gens qui ont une influence religieuse, mais aussi politique, sociale sur les territoires. Hein, puisque une fois qu'ils sont nommés,
le pape, après, leur donne l'institution canonique. Mais après. Et donc, cette France, cette Église de France, qu'on appelle une Église gallicane, parce qu'elle est assez largement indépendante du pape, est totalement dévouée au roi. Et le roi totalement dévoué à l'Église. C'est ce qu'on a appelé avec la formule bateau, l'alliance du trône et de l'autel. Alors, cela se traduit par un certain nombre de mesures. Vous connaissez la censure. Hein. Bon, l'encyclopédie, les premiers tomes sont partis comme ça, et après, ils ont tous été censurés. Ça ne les a pas empêchés de circuler sous le manteau. Hein. Ils n'étaient plus imprimés en France, ils étaient imprimés en Suisse ou en Hollande ou en Angleterre. Mais il y avait quand même théoriquement cette censure. Et il pouvait y avoir jusqu'à des persécutions non négligeables. Alors c'est un cas très particulier, mais je crois qu'il faut toujours le rappeler quand même, cette histoire du chevalier de la Barre. Hein, chevalier de la Barre qui, en 1766, alors qu'il n'avait pas 20 ans, est exécuté pour ce qu'on appellerait aujourd'hui un blasphème. Hein, pour ceux qui ne savent pas l'histoire, très rapidement, ce noble qui était parti en goguette avec des copains, se trouve là, dans la nuit, enfin, ou en soirée, dans les rues de la ville, et il croise une procession religieuse, avec statues, banderoles et cantiques. Et ce noble, contrairement à l'usage, ne baisse pas son chapeau au passage de la procession. Sacrilège. Il sera roué, on lui clouera le dictionnaire philosophique de Voltaire sur la poitrine et son corps sera brûlé. C'est un cas extrême. On le connaît bien parce que Voltaire, on a fait un texte tout à fait remarquable qui est encore connu aujourd'hui. Il est paru encore là, il était chez Folio. Voilà. Donc, une présence de l'Église très forte et avec un appui permanent de l'Église et de la royauté. Et bien tout ça finalement, assez rapidement, s'écroule. Ça s'écroule. La Révolution américaine qui a eu lieu quelque temps auparavant contre l'Angleterre a maintenu l'influence religieuse, puisque dans ce texte de la Constitution, qui sera écrit un peu plus tard, mais dans leur texte de leur Déclaration des droits, les principaux éléments qui sont évoqués, c'est la liberté religieuse, la liberté de culte. La Révolution française débouche, alors que l'on est dans une situation totalement différente, face à une Église dominante et une royauté qui la soutient dominante et qui impose sa volonté à tous les sujets, la Révolution française invente autre chose avec la Déclaration des droits de 89. Bon, je ne vais pas vous lire, si on peut le lire si vous voulez, l'article 10 qui instaure ce qu'on appellerait aujourd'hui la liberté de conscience, mais que là est traduit autrement. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que la manifestation ne trouble pas l'ordre public. Et ces idées, ces opinions, non seulement on peut les avoir dans la tête, mais on peut même les exprimer. On peut les exprimer en parlant, en écrivant, en imprimant librement, encore une fois, sauf si on ne cause pas d'abus, bien évidemment. Et ces abus qu'on retrouvera après dans les lois aujourd'hui sur la presse, on ne peut pas injurier les gens, on ne peut pas, enfin bon, tout ce que vous connaissez. Mais à part ça, les idées, les opinions, même religieuses, sont libres avec la Révolution française. Nulle part il est indiqué qu'il a la liberté de culte, de pratiquer sa religion. Le sujet n'est pas là. Ce dont les révolutionnaires vont débattre, c'est de savoir, parce que les choses sont jamais simples, si les Juifs vont être des citoyens comme les autres. Et ça, ils vont mettre quelques mois, quelques années avant de le décider. Je ne vais pas raconter cette histoire-là, mais elle est importante aussi. Et ça va finalement être décidé.
Et donc, mais c'est bien cette liberté de pensée, liberté d'expression qui est au fond du sujet, dès la Révolution française. Mais ce n'est pas tout. Moi, je considère que la création, le mot n'existe pas, la création de la laïcité en France, c'est la création de l'État civil. Au tout début de la Révolution. Vous vous souvenez sans doute que jusqu'à cette époque, lorsqu'un petit enfant naissait, son père, avec 2 témoins, arrivait chez le curé et il était baptisé, il était inscrit sur le registre de baptême de la paroisse. Voilà. Et donc il était réputé catholique. En 1787, 2 ans avant la Révolution, Louis XVI, un peu poussé par certains, critiqué par d'autres, avait signé un édit de tolérance qui permettait aux protestants, aux rares protestants qui s'affirmaient encore, à avoir quelques petits registres, et peut-être aux juifs dans leur secteur de faire pareil. Mais encore une fois, des juifs, il n'y en avait pas beaucoup, et seulement dans quelques endroits. Sinon, 99% de la population, au moins théoriquement, était catholique, et donc les enfants étaient dans les registres de baptême. Mais que décide la Révolution? Très vite. Les registres de baptême peuvent exister. Personne n'est interdit de se baptiser, n'interdit aux gens de baptiser leurs enfants. Mais la déclaration de naissance fondamentale, elle est faite à la mairie, devant un officier d'état civil. Alors, j'ai repris cette diapo parce que j'interviens aussi dans des classes et j'ai reproduit un acte de naissance, n'importe lequel que j'ai trouvé sur Internet. Hein, ça n'a aucune espèce d'importance. J'ai gommé les noms. Et je fais lire l'acte aux élèves que j'ai devant moi en leur disant, mais de quoi on parle? Qu'est-ce qu'on dit de ces jeunes, de la personne qui vient de naître? On dit quels sont les parents, où ils sont nés eux-mêmes, où ils habitent, éventuellement leur profession, puis c'est tout. C'est marqué s'ils sont juifs? C'est marqué s'ils sont protestants, catholiques ou athées ou quoi que ce soit? Non. Eh bien, depuis le début de la Révolution française, en France, il n'y a, avec l'état civil, il n'y a ni juifs, ni catholiques, ni protestants, ni athées, ni bouddhistes, ni tout ce que vous voudrez, il n'y a théoriquement que des citoyens français. Et ça, c'est une spécificité fondamentale, et à mon avis, c'est le fondement même de ce qu'on pourrait appeler la laïcité. Alors, bien entendu, les choses ne sont jamais faciles, parce que la Révolution française, les révolutionnaires vont s'attaquer aux privilèges de l'Église. Bon, les biens de l'Église sont d'ailleurs confisqués. On voudrait que l'Église soutienne la Révolution, on voudrait tout un tas de choses, si bien que des conflits éclatent. Il y a une vraie persécution religieuse, hein, il y a beaucoup de prêtres sont exécutés, ça incontestablement. Et cet aspect religieux est aussi exploité, il est lié au mouvement qui voudrait le retour de la royauté après la création de la République en 92. Et donc, cela entraîne de véritables guerres civiles. Bon, tout le monde connaît la Vendée et les Chouans, mais il y en a eu d'autres ailleurs. Et on le voit sur l'étendard qui est sur cette image, hein, c'est bien Dieu et le roi qui sont associés. Donc, une situation chaotique en France. Au moment où tous les pays aux environs sont tous encore des royaumes et qui ne supportent absolument pas de voir cet abcès révolutionnaire, cette république, apparaître là à l'extrémité du continent. Et les guerres se succèdent. Alors un général, Bonaparte, qui n'a pas parfaitement réussi en Égypte, mais à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, donc en France, on n'en a pas su tout de suite. Donc Bonaparte revient d'Égypte, abandonnant son ami Kléber se faire
tué là-bas sur place, mais ça c'est autre chose. Et il arrive, il est encore auréolé de ses victoires italiennes quelques années auparavant, et il devient premier consul. Après une grande période de bouleversements internes, les choses ne sont pas simples. Je ne vais pas refaire toute l'histoire de la Révolution française. Et il entend devenir le chef, et il entend aussi à la fois résister et attaquer les pays aux alentours, en sachant qu'on ne pourra pas rester en paix dans cet environnement. Et que la meilleure défense, c'est parfois l'attaque, donc il y a aussi eu des offensives de sa part. Et pour faire la guerre à l'extérieur, il vaut mieux avoir la paix à l'intérieur. Ah, c'est aussi simple que ça. Et donc, Bonaparte, encore premier consul, pas encore empereur, en 1801, signe avec le pape, enfin avec le délégué du pape, un texte qu'on appelle le Concordat. Le Concordat, il y en avait déjà eu un, celui de François Ier. Eh bien, si on le compare, ils ne sont pas très différents sur un certain nombre de sujets. En particulier, le Concordat attribue toujours au chef de l'État français, donc là au premier consul, mais le texte dit que ça sera valable pour les successeurs, il attribue toujours à ses successeurs le droit de nommer les évêques. Donc ce Concordat est un texte très court, 17 articles, qui est conclu, comme le dit son préambule, pour le maintien de la tranquillité intérieure, tout est dit. Eh bien, je pourrais le résumer en deux formules. En deux formules, tout le reste, c'est, j'allais dire, des éléments techniques pour qui essayent de solder tout ce qui s'était passé avant pendant la Révolution. Ces deux formules, la première, c'est le gouvernement de la République reconnaît l'Église catholique, le culte catholique, comme étant le culte de la majorité des Français. Deuxième article, deuxième formule, un peu plus loin, l'Église catholique reconnaît le nouveau régime comme légitime autant que l'était le régime monarchique. C'est ça le Concordat. C'est ça le Concordat. Une reconnaissance mutuelle. Et c'est tout. Avec un petit codicile qui dit que l'Église renonce à récupérer ses biens qu'on lui a piqués, excusez-moi l'expression, qu'on lui a pris, et qu'en contrepartie, l'État va contribuer à la vie des prêtres, sans entrer dans le détail de savoir combien on va leur payer, mais on va payer l'Église. C'est ça le Concordat. Rien d'autre. Alors, j'ai tiré, sans doute pas assez d'exemplaires, mais j'ai tiré un certain nombre d'exemplaires et j'ai promis d'en donner quelques-uns à la présidente, de donner le PDF par Internet à la présidente de la Ligue, ici en Haute-Marne. J'ai tiré un petit papier qui s'appelle, je retrouve ça, veux-tu venir, voilà, qui veut dire ce qu'est le Concordat, ce qu'il n'est pas. Et j'estime tout ce qu'il n'est pas. Ce n'est pas un règlement d'organisation de l'Église de France. Ce n'est pas un texte pour les protestants. Ce n'est pas un texte pour les juifs. Encore moins pour les musulmans ou pour d'autres. Ce n'est rien sur l'école publique. Ce n'est rien sur la théologie. C'est rien sur le délit de blasphème. Tout ça, c'est autre chose. C'est uniquement ce que je vous dis là. Et au dos de ce petit texte que j'ai rédigé, je reproduis le Concordat en 17 articles. Pour ceux qui ne veulent pas me croire. Donc là, il y a quelques exemplaires qui seront à votre disposition tout à l'heure. Et sinon, la Ligue diffusera largement à qui veut ce document. Qui me semble important parce que on parle de choses qu'on n'a pas lues et qu'on ne connaît pas. Et on parle du Concordat pour parler de la sécurité sociale en Alsace et en Moselle. J'y reviendrai tout à l'heure si ça vous amuse.
Mais j'insiste aussi sur cet aspect, je ne sais plus ce que j'ai là, non, sur cet aspect de la double reconnaissance. J'y viendrai tout à l'heure. Article 2 de la loi de 1905. La République ne reconnaît aucun culte. Quand on dit ça dans les classes, qu'est-ce que ça veut dire, on ne reconnaît pas? On les connaît, les cultes, on connaît, on ne sait pas ce que ça veut dire, on ne reconnaît pas. Ben, c'est tout simplement une référence explicite au Concordat, où il y avait cette reconnaissance entre l'Église catholique et l'État. Eh ben, les républicains, en 1905, disent maintenant, on ne reconnaît plus personne. On ne reconnaît plus aucun culte. Voilà. Je crois qu'il ne faut pas oublier non plus cette référence là qui n'est pas négligeable. Alors, des textes complémentaires sont publiés sans l'autorisation de l'Église. C'est ce qu'on appelle les articles organiques catholiques protestants, ainsi qu'un certain nombre de décrets sur les Juifs. Et ces documents-là sont d'une très grande complexité, et eux sont unilatéralement, surtout les catholiques et protestants, décidés par Bonaparte, enfin devenu Napoléon, puisque ça s'est fait au moment où il est devenu empereur. Et ces textes-là sont donc précisent plein de choses, jusqu'à la tenue des prêtres, la couleur de leurs vêtements, plein de choses. Il y a un article particulier, j'oublie toujours les numéros, je suis fâché avec les numéros, je l'oublie. Il y a un article qui m'amuse beaucoup, c'est un article qui dit que les prélats peuvent se prévaloir du titre de citoyen ou de monsieur, et à l'exclusion d'aucun autre. Pour la force des choses, je connais l'évêque de Metz. Ben, je lui dis monsieur, je lui dis pas monseigneur. J'applique les articles organiques. Alors il rigole, parce qu'il faut bien rire, parce que monsieur et monseigneur, c'est la même étymologie, pour ceux qui ont fait un peu de linguistique. Voilà. Mais donc il y a toute une série de textes complémentaires qui sont très importants et qui, eux, fixent ou fixaient, parce qu'ils sont plus ou moins appliqués, la vie de ces cultes et leur relation avec la puissance publique. Notamment, j'en parlerai plus tard sans doute, un décret de 1809 sur les fabriques des églises, qui est très important sur l'implication des communes dans le financement des cultes en Alsace et en Moselle. Donc, le Concordat est signé, il vit sa vie, mais l'Église est pas très contente. D'abord, l'Église, qui sort de la Révolution où elle a été quand même assez embêtée, un peu plus. On lui a imposé ce Concordat, elle n'y tenait pas tellement dans ces formes-là, parce qu'elle est obligée de prêter serment à l'autorité publique, et elle est, avec les articles organiques, contrôlée sur des tas de choses. Elle n'a le droit, par exemple, de publier aucun texte, même théologique, qui vienne de Rome, sans l'autorisation du gouvernement. Théoriquement, c'est ça, la situation au XIXe siècle. Or, l'Église, après cette révolution, elle perd cet esprit de gallicanisme qu'on avait avant la Révolution, de cette idée, on est bien entre Français avec le roi, et le pape, on s'en fiche. L'Église devient de plus en plus, comme on disait à l'époque, ultramontaine, de l'autre côté de la montagne, de l'autre côté des Alpes, et elle se rapproche du pape. Or, l'Église en général, y compris l'Église, le pape, prend des positions de plus en plus rigides. C'est ainsi que le pape Pie IX, en 1864, publie un texte fameux qui s'appelle le Syllabus, dans lequel il définit tout ce qui est des erreurs. Enseigner dans des écoles où il n'y a pas de religion, scandaleux. Séparer les décisions politiques des décisions religieuses, inadmissible. Et tout à l'avenant. La société et tous les pouvoirs
doivent être soumis à l'Église. C'est de plus en plus la position de l'Église qui, parallèlement à ça, bien sûr, préfère soutenir des gens qui vont l'aider dans ce domaine, c'est-à-dire plutôt des régimes autoritaires, des royaumes, où l'empereur Napoléon III, au moins au début, plutôt que des républicains, voire les premiers socialistes, qui sont le diable. Et donc, l'Église s'oppose, ne voudrait absolument pas l'arrivée d'une république, une démocratie. Et l'Église prend de plus en plus des positions qui se rapprochent de mouvements qui se maintiennent dans les mouvements royalistes, mais aussi des mouvements qu'on qualifierait aujourd'hui d'extrême droite, et notamment antisémites. Le journal La Croix des Assomptionnistes, qui aujourd'hui est un excellent journal, hein. Il m'arrive souvent de le lire, il a une qualité qui vaut largement, bien de fois, Le Monde ou d'autres, hein. C'est un excellent journal. Et ce journal, à l'époque, fin 19e, début 20e, qui était donc la propriété de la congrégation des Assomptionnistes, mettait en manchette, avait inscrit en manchette, hein, vous savez, ce qui est en barre comme ça de côté en oblique, sur le côté du titre, La Croix, premier journal anti-juif de France. Bien sûr. Et elle avait pris position, bien sûr, au moment de l'affaire Dreyfus, de manière volontairement, violemment anti-dreyfusarde. Et c'est donc après la guerre de 1870, où la France est battue largement par le royaume de Prusse, l'empereur est fait prisonnier à Sedan, la République est proclamée au balcon de l'hôtel de ville de Paris, mais Paris est encerclé, la paix est difficilement conclue, elle se conclut avec une tragédie, l'amputation du territoire de l'Alsace et de la Moselle, et donc une situation difficile et une situation assez chaotique, parce que il n'y a pas de véritable majorité républicaine immédiatement. J'ai toujours, je dis ça pour les amis de la Ligue de l'enseignement, j'aime bien citer Jean Massé. Jean Massé, qui était le fondateur de la Ligue de l'enseignement en 1866. Jean Massé écrit en 1882 dans un livre, en préface d'un livre qui expliquait la première loi Ferry, celle sur l'instruction obligatoire. Il écrit, après avoir été en 1848 un des principaux, un des principaux prêcheurs pour le suffrage universel, il écrit en 1882, après avoir vécu le Second Empire, où tous les votes ont toujours été favorables à Napoléon, et pas à l'opposition, il écrit, avant d'instituer le suffrage universel, il aurait fallu 30 ans d'instruction obligatoire. Je fais une petite parenthèse, nous avons aujourd'hui 250 ans d'instruction obligatoire, je ferme la parenthèse. Mais donc, les républicains ne sont pas majoritaires en 1870-71 dans l'ensemble du territoire, à Paris peut-être et encore. Et donc, ils obtiennent finalement cette majorité au Parlement difficilement au début des années 1880. Et là, il faut bien le dire, face à leur opposition royaliste et autres, mais face aussi à cette Église militante, revancharde, qui veut influencer, voire prendre le pouvoir, eh bien c'est là que les républicains inventent, j'utilise le mot, inventent la laïcité, par étapes. Plusieurs choses sont faites. Vous avez les lois Ferry. Les lois Ferry
et Goblet sur l'école. Je n'entre pas dans le détail, hein, si vous voulez, on peut les détailler tout à l'heure. Il y aura aussi la loi sur la presse. Il y a toutes les lois et dispositions sur les cimetières qui sont sécularisées. Des dispositions de contrôle des congrégations religieuses, etc., etc. Et puis donc, avec cette magnifique caricature, la séparation se faisant carrément à la hache entre l'Église et l'État, la séparation de l'Église et de l'État. Et nous arrivons donc cette fois-là à 1905. J'ai redonné les principales dates que je vous ai déjà citées. Alors nous arrivons à cette loi. Cette loi, qui comprend donc une bonne quarantaine d'articles, dont certains sont très techniques et ne nous intéressent pas vraiment aujourd'hui, certains sont devenus un peu caducs, mais pas tous. Mais c'est vrai que les deux premiers, ceux qui forment le titre premier de la loi, sont vraiment essentiels. C'est d'abord l'article premier. La République assure la liberté de conscience. Alors là, quand on est dans des classes, qu'est-ce qu'on dit? Vous avez le droit de croire, de ne pas croire, et de changer d'avis toutes les 5 minutes si vous voulez. C'est votre droit le plus absolu. Et personne ne devrait pouvoir vous retirer ce droit-là. Personne ne devrait pouvoir vous en imposer quelque chose. Mine de rien, ça impose des tas de choses, y compris au sein de la classe, où le petit copain ne peut pas imposer à quelqu'un de porter une croix, une kippa ou un voile. Pas plus que les adultes ou autres. Les enfants en formation ont déjà ce droit. On ne le dit pas en 1905, on le dira en 2004. Mais c'est dans le même esprit. La liberté de conscience, y compris donc des individus en formation. Et puis, si on a une liberté absolue de conscience, si l'on peut croire, par exemple, eh bien, on peut manifester sa croyance. Donc, on a le droit d'exercer un culte, ce qui est garanti. On garantit le libre exercice des cultes. Donc, on a le droit de prier, tout seul dans sa chambre, ou avec d'autres. Dans une église, une synagogue, un temple, ou ce que vous voudrez, une pagode. Voilà. Mais, et on avait retrouvé, si vous vous en souvenez peut-être, la Déclaration des droits de l'homme avait sous des mots un peu différents les mêmes restrictions, sous les restrictions dans l'intérêt de l'ordre public. Encore une fois, on ne peut pas, prends l'exemple là, on ne peut pas faire une procession ou une prière de rue sans demander l'autorisation du maire ou du préfet. On ne peut pas bloquer la circulation comme ça, tiens, on veut faire une prière dans la rue. On pourrait prendre de multiples exemples, celui-là est particulièrement frappant. On ne peut pas dire pour autant que la liberté de culte est entravée parce qu'on demande ce genre d'exercice. Ça nous semble, je pense, la moindre des choses. Bon, pour certains, en particulier les Américains, quand ils font des cartes sur nous, ils n'estiment peut-être pas la même chose que nous. Donc, liberté de conscience, liberté de culte. La liberté de culte étant seconde, elle vient après la liberté de conscience et elle en dépend. C'est bien parce qu'on a une liberté de conscience qu'on a le droit de l'exercer sous forme d'un culte, et pas l'inverse, comme aux États-Unis. Et l'article 2, la République. Alors je rappelle le texte du Concordat que je vous disais tout à l'heure, et on va s'amuser à le lire quand même. Le gouvernement de la République reconnaît, avec l'orthographe de l'époque, le gouvernement de la République reconnaît que la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de la grande majorité des citoyens français. Sa sainteté reconnaît dans le premier consul de la République française les mêmes droits et prérogatives dont jouisse soit près d'elle l'ancien gouvernement. Cette reconnaissance mutuelle, tant pour le bien de la religion que pour le maintien de la tranquillité intérieure. Ça, c'était 1801. Et donc 1905, la République ne reconnaît
Et donc, si on ne reconnaît pas, eh ben, on ne salarie pas et on ne... Il faut que j'avance là. Voilà, donc ça, c'est, je pense, un élément essentiel de la loi. Je mets toujours ça en relation avec l'article 1er de la Constitution de la République. Alors, petite parenthèse aussi, c'est pas du tout à l'écran, mais la République française, elle n'est pas une. Vous entendez souvent dans les discours, la France est une et indivisible. Ben, c'est pas dans la Constitution. Le terme une est apparu dans la première Constitution française, qui n'est pas une Constitution républicaine, c'est la Constitution de la monarchie du roi Louis XVI qui accepte une Constitution. Hein. Et à l'époque, la France était encore constituée de multiples provinces avec des privilèges séparés. Et donc l'affirmation de la Révolution, même dans le cadre de la monarchie, c'est de dire elle est une. Elle peut pas, elle est unique. Eh bien, ce terme-là a été maintenu dans toutes les constitutions françaises jusqu'en 1848. Puis ça a disparu. Et vous pouvez regarder, hein, chercher sur Internet ou ailleurs, ni la 4e République, ni la 5e d'aujourd'hui, le mot « une » a disparu. Elle n'est pas une, mais elle est indivisible. Elle est indivisible, ce qui signifie bien qu'il ne peut pas y avoir de collectivité séparée au sein de la République, notamment sur des bases ethniques ou religieuses. Et ça, c'est quelque chose d'assez fondamental. Bon, elle doit aussi être laïque, démocratique et sociale, comme disait Jean Jaurès dans le film que certains ont vu cet après-midi. Alors, c'est tout petit, pas grave. Donc, cette loi de 1905, elle a de très nombreux aspects, et notamment, le débat avait longtemps porté sur la possession et l'utilisation des lieux de culte, des églises, catholiques essentiellement. Et là, le débat était profond, parce que l'Église voulait bien récupérer les bâtiments. L'Église voulait bien récupérer les bâtiments, mais elle voulait bien qu'il y ait des structures qui les gèrent, mais pas sous la forme que voulaient les républicains. Les républicains voulaient constituer des associations cultuelles, parce que les paroisses catholiques étaient gérées d'un point de vue technique, pratique, par ce qu'on appelle des fabriques. Et ces fabriques étaient constituées par un petit groupe de personnes nommées par l'évêque, autour du curé et du maire. Et l'Église aurait voulu que, en fait, ces fabriques, d'une certaine façon, s'appellent l'association cultuelle ou pas, ça ne changeait pas grand-chose, et qu'elles récupèrent les biens. Mais ces associations étaient sous la domination directe de l'évêque qui nommait les membres. Les républicains de 1905 ont précisé que ces associations cultuelles devaient fonctionner comme une association démocratique avec élection interne, etc. C'est possible ça dans l'Église catholique ? Pas tellement prévu. Hein ? C'est pas tellement prévu. Et donc, l'Église, malgré la volonté de pas mal d'évêques, qui auraient bien voulu finalement faire la paix et accepter cela, l'Église refuse la loi. Le pape, qui était un pape d'ailleurs très rigide, il venait de condamner le mouvement du Sillon, qui était un mouvement de chrétiens progressistes. Il venait de condamner tous les chercheurs et linguistes, historiens, qui essayaient de travailler sur la Bible pour voir qu'est-ce qui pouvait être finalement influencé par les textes romains, mésopotamiens et autres, et qui faisaient
que la Bible avait la forme d'aujourd'hui, que c'était visiblement pas un texte dicté par Dieu comme ça. Condamné, ça ne peut être qu'un texte divin. Donc ce pape très rigide sur la doctrine fulmine, comme on dit, une bulle, la bulle Vehementer, d'un beau nom, et qui condamne la laïcité, qui condamne la loi de 1905. Et ce n'est que je me trompe toujours de siècle, en 1924, après la guerre de 14-18, sous un autre pape, que la France républicaine accepte, par un simple échange de lettres, que les associations qui vont gérer les biens de l'Église seront des associations diocésaines, donc sous la main complète de l'évêque. Le principe hiérarchique de l'Église est sauf, tout va bien. Donc ça, c'est pour l'Église qui, du coup, n'a pas récupéré, malgré tout, la possession des églises, des murs, ce que souhaitaient donner les républicains de 1905, donner avec toutes les contraintes, c'est-à-dire la gérer. S'il y a des tuiles qui manquent, il faut les changer. Si les murs se fissurent, il faut réparer, etc., etc. Eh bien non, comme l'Église n'avait pas voulu la loi, eh bien, dans l'ensemble de la France, les cathédrales restent à l'État et les églises paroissiales appartiennent aux communes. Et qui donc, quelle que soit leur couleur politique, quelles que soient leurs envies, sont propriétaires et ont donc les petits droits, mais les grands devoirs de propriétaires de bâtiments qui, depuis 120 ans, ne se sont pas améliorés d'un point de vue pratique. Si vous savez bien que dans les villages, la gestion des églises est quelque chose qui n'est pas simple pour les budgets municipaux. Donc voilà, ça c'est pour ce qui concerne cet aspect des choses. On pourrait dire d'autres choses encore. La loi de 1905, on l'a vu, fait référence à l'ordre public, et il y a d'ailleurs tout un titre de la loi qui s'appelle « Police des cultes ». Un mot fort, ça, hein, police des cultes, dans la loi. Quand on me dit que la loi est aujourd'hui, elle brime certaines catégories et autres, mine de rien, dès 1905, il y a des éléments très directifs, très restrictifs, qui sont fixés dans la loi. Et l'élément, celui que vous connaissez le mieux, peut-être, il y en a d'autres, hein, c'est peut-être pas le plus important, mais celui qui est le plus connu, parce qu'on en parle régulièrement, c'est celui qui interdit le fait de déployer des insignes religieux qui n'existaient pas en 1905, donc des insignes nouveaux, sur les bâtiments et les terrains publics, communaux, départementaux ou nationaux. C'est tout le débat, si vous suivez un peu la presse, qui a lieu actuellement dans la région PACA et en Corse, où des gens s'amusent à mettre des croix partout, parce que c'est nous, la Corse, c'est qu'on est catholique. Voilà, c'est bien. Mais la loi 1905 interdit, elle autorise les croix qui sont là, mais elle interdit d'en disposer des nouvelles sur des terrains publics. Vous avez un champ privé à côté, vous mettez 50 croix si vous voulez dessus, c'est tout à fait autorisé, mais pas sur les terrains publics, étant donné que la puissance publique est neutre et qu'elle ne défend pas l'une ou l'autre religion. Ça n'a peu fait d'écho jusqu'à présent. On voit depuis ces quelques mois que la mayonnaise reprend. Et cela a commencé il y a quelques années avec un phénomène proche, qui était celui des crèches dans les mairies. Encore une fois, un particulier qui, sur son petit jardin devant la rue, met une crèche, aucun problème.
Mais dans la mairie, qui est la maison commune de citoyens qui sont catholiques, protestants, athées, juifs, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de raison d'avoir une crèche religieuse. Pourquoi pas d'autres signes religieux de toutes les autres religions? On ne sait plus où on en est. Et donc, ces dispositions-là, dont certains, quand on lit la presse ou certains discours, font mine de croire que c'est une horreur qu'on leur impose aujourd'hui. Ben non, c'est dans la loi depuis 120 ans. Depuis 120 ans, c'est dans la loi. Et pour des raisons qui semblent assez évidentes. Et qui ont gêné personne pendant quasiment 120 ans. Mais c'est là que j'y reviens à notre problème, à ce que je disais tout à l'heure, c'est que, étant donné incontestablement le fait qu'une religion encore minoritaire, mais qui était quasiment inexistante sur le territoire métropolitain en 1905, est aujourd'hui plus visible. On voit aujourd'hui plus de musulmans, de musulmanes qu'on en voyait en 1905. Et qu'un certain nombre, pas tous, un certain nombre des pratiquants de cette religion tiennent absolument à manifester leur appartenance à cette religion par des vêtements ou autre chose. On peut en discuter tout à l'heure, ce qui, dans l'espace public, n'est absolument pas interdit. Mais cette visibilité-là entraîne d'autres à vouloir se montrer aussi. Et on a un véritable phénomène de miroir. Je crois que ceux d'entre vous les plus âgés, vous avez connu une période où tous les curés étaient en soutane. Avec le Concile Vatican II, à part quelques vieux prêtres qui n'avaient pas envie d'acheter un costume, ils sont tous passés au costume. Au début avec le col clergyman et puis après plus rien. Les jeunes prêtres qu'on rencontre sont nouveau en soutane. Hein? On a incontestablement ce retour d'une volonté d'affirmer son identité religieuse. C'est pas interdit, mais je crois que c'est quelque chose qu'on peut constater et qui n'est pas anodin et qui tombe pas comme ça du ciel. C'est aussi le fait de l'apparition d'une autre religion visible. Je pense que c'est un des aspects essentiels. Alors, cela est tout à fait possible, à condition, bien sûr, que l'on ne cherche pas à vouloir pousser trop loin. Certains à vouloir absolument mettre maintenant des crèches dans les mairies, à mettre des croix partout, ou d'autres absolument, même si c'est interdit le voile dans les écoles, on pourra revenir au problème de l'école, si on nous interdit le voile, on va mettre des abayas pour voir si ça marche. Et la République est aujourd'hui confrontée à cette situation d'affrontement d'identité, ce qui nous rapproche d'une situation anglo-saxonne. Donc voilà. Et donc, on pourra discuter de tout ça si vous voulez, mais je vais aborder un tout autre sujet, qui est celui que la République n'a pas réussi ou voulu étendre les dispositions de la loi de 1905 à l'ensemble des territoires français. Cela pour plusieurs raisons. Je parlerai tout à l'heure de l'Alsace et de la Moselle en raison de conflits territoriaux. Mais c'est aussi très important sur le plan de tous les territoires ultramarins. Et il faut bien le dire, nos braves républicains de 1905 étaient très souvent aussi de farouches colonialistes. Jules Ferry, qui était mort en 1905, Jules Ferry était incontestablement colonialiste. On le sait, certains lui reprochent aujourd'hui. Et donc, ils ont estimé que la loi de 1905 pouvait difficilement s'appliquer ailleurs. Suivant une formule de l'époque, on estimait qu'il était difficile d'imposer une loi qui convenait pour le territoire métropolitain à des territoires majoritairement musulmans,
les 3 départements d'Algérie. L'Algérie, à l'époque, était composée de 3 départements depuis 1848. Et, ou alors, à des territoires avec des populations encore, je mets des guillemets, c'est pas moi qui dis, c'est eux, des populations à majorité tribale. Et donc, on va faire avec. Et c'est le cas notamment de la Guyane, où l'ordonnance de 1828 du roi Charles X est en vigueur, est toujours en vigueur, et qui prévoit que l'Église catholique est subventionnée, qu'on paye l'évêque et les prêtres de Guyane. Et dans ce cas-là, c'est aujourd'hui la collectivité d'outre-mer de Guyane, la fusion du département et de la région, qui a cette charge. Alors, je vais vous lire un petit texte. Il faut que je retrouve. Hein. Vous m'accordez une petite seconde. Je retrouve ce texte qui me plaît bien. Alors, voilà. En 1948, donc bien après la loi de 1905, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, on se pose la question de savoir s'il faut continuer à maintenir ce statut de la Guyane. Eh bien, le ministre de l'Intérieur de l'époque écrit à son collègue des Finances, puisque c'est une question financière de payer, il écrit ceci. J'ouvre les guillemets, le texto. J'estime qu'en raison de la pauvreté des habitants de la Guyane et de la nécessité de les soustraire aux influences étrangères que favoriserait le départ des missionnaires catholiques, il est souhaitable de maintenir la rétribution des desservants, les subventions pour la construction et la réparation des édifices cultuels, ainsi que les subventions aux congrégations de femmes assurant le service de diverses œuvres de bienfaisance, notamment les léproseries. Il s'agissait bien donc d'un but exclusivement colonial. Et on a ce phénomène sous d'autres formes, dans la plupart des colonies, où l'on favorise les missions catholiques, à Madagascar par exemple, parce que des missions anglaises et norvégiennes sont présentes et qui font la concurrence. Or, on ne tient pas toujours très bien Madagascar, il y a eu des révoltes, et donc il vaut mieux éliminer la concurrence. On soutient les églises catholiques dans le Levant, au Liban, en Palestine, en Turquie, de l'époque, parce que ça fait partie de l'influence française. Hein? Donc, il y a cette ambivalence, effectivement. La politique, c'est jamais simple. Hein? Et Gambetta, on lui attribue d'ailleurs cette formule qui n'est pas de lui, mais elle aurait pu être de lui, quelques années auparavant, aurait dit l'anticléricalisme n'est pas un produit d'exportation. Bon. Donc, en Algérie, ça a été un peu différent, puis c'était comme déjà un territoire avec 3 départements français. Et donc, l'article 43 de la loi de 1905 prévoit que des décrets d'application effectueront la mise en place de la loi de 1905, de la loi, à l'Algérie et les colonies. Dans les colonies, non. En Algérie, oui et non. En 1907, le gouverneur général d'Algérie, au-dessus des 3 départements, il y a un gouverneur général. Le gouverneur général prend un décret d'application de la loi de 1905. Il reprend une grande partie de la loi. En particulier, on n'a pas parlé, mais il y avait dans la loi le fait qu'il fallait faire l'inventaire des biens qu'il y avait dans les églises pour pas que ces biens soient vendus et disparaissent. Il fallait donc qu'ils restent en place, les biens qui avaient une valeur. Entre parenthèses, ça a permis d'éviter que des biens soient vendus et partent à l'étranger. Bon, ça, c'est un autre aspect. Même si l'Église n'a pas apprécié et qu'il y a eu des morts dans des manifestations pour empêcher les inventaires. Mais donc,
le décret en Algérie prévoit les inventaires. Il ajoute même dans la liste des documents des endroits inventariés les mosquées. Mais on ajoute un point, c'est qu'à disposition exclusive du gouverneur d'Algérie et sous sa propre volonté, il peut subventionner qui il veut. Donc les prêtres catholiques français, qui étaient un peu concurrencés par des Italiens du côté de la Tunisie et des Espagnols du côté du Maroc, et les imams qui étaient favorables à la colonisation. Les descendants d'Abdelkader, celui qui avait été battu par le duc d'Aumale en défendant l'Algérie contre la France en 1830 et après. Les descendants d'Abdelkader, et 50 ans après, enfin quelques années après, le premier mouvement d'émancipation pour une nation algérienne, le mouvement national algérien de Messali Hadj, milite pour l'application de la loi française dans son intégralité pour la laïcité, pour soustraire leur population aux imams rétrogrades. Ça n'a pas été le cas du FLN, qui lui appelait plutôt au djihad. Et d'ailleurs, pour ceux qui s'en souviennent, pour les plus anciens, entre le FLN et le MNA, il y a eu une véritable guerre avec des assassinats considérables, y compris sur le territoire français. Ça, c'est un autre problème. Mais donc, en Algérie, eh bien, c'est la loi, mais c'est pas la loi. Puisque, en fait, on paye les cultes. On paye les cultes qui nous arrangent. Je n'entre pas dans le détail pour tous les autres territoires d'outre-mer. En 1939, à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, le ministre Mandel fait adopter un décret-loi qui autorise les communes de l'ensemble des territoires coloniaux et outre-mer à subventionner les missions religieuses quasiment comme ils le veulent. Très bien. Passons, que le temps passe, passons à mon dernier élément, c'est-à-dire la question de l'Alsace et de la Moselle. Alors, 1870, on l'a vu, c'est la chute du Second Empire, c'est l'intégration de la Moselle et de l'Alsace à l'Empire allemand. L'Empire allemand qui vient de se constituer par une agrégation de la Prusse, de la Bavière et toutes les autres dispositions. Et ça s'est fait, pour la petite histoire, dans la galerie des glaces du château de Versailles. Et donc, au traité de Francfort, l'année suivante, 71, l'Allemagne récupère ses territoires. Et l'Allemagne, qui vient donc se constituer en empire, le chancelier Bismarck, un chancelier, c'est, on dirait, Premier ministre chez nous, le chancelier Bismarck, qui est un homme très intelligent, comprend qu'il aura du mal à intégrer toute la population d'Alsace et de Moselle comme ça. Et il accepte deux choses. Premièrement, tous ceux qui veulent partir, partez. Ce qu'on appelle les optants. Il y avait 2 ans pour partir. On considère qu'il y a environ 100 000 personnes qui sont parties. Alors, ce n'est pas l'ouvrier du coin ni le paysan du coin, hein. C'est une certaine élite socio-culturelle qui est partie. Reste, disons, élite culturelle du territoire, les ministres des cultes. Les curés, les évêques, les pasteurs et quelques rabbins. Et ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est qu'il accepte que toute une série de lois françaises continuent à rester en vigueur, dont le fameux Concordat, dont les articles organiques, dont le décret de 1809 sur les fabriques, dont les décrets sur les Juifs et tout ce que vous voulez. Et tous ces textes vont rester en vigueur pendant presque 50 ans, jusqu'en 1918. Voilà. 1918, après la boucherie de la Première Guerre mondiale, les territoires redeviennent français.
Et la France fait un peu pareil. Elle ne laisse pas partir, elle expulse les gens qui étaient trop proches de l'Allemagne, mais surtout, elle se rend compte qu'elle aura du mal à imposer les lois françaises d'un seul coup comme ça. D'autant qu'elle va se heurter à un phénomène linguistique. Une bonne partie de la population alsacienne et environ un gros tiers ou presque une moitié de la population de la Moselle était plus ou moins germanophone. Et donc, ce qui avait facilité l'intégration dans l'Empire allemand. Et là, imposer déjà le français partout, notamment à l'école, a déjà soulevé bien des difficultés. Mais si en plus on leur dit, voilà, on va plus payer vos curés, on va plus ceci, et puis vous avez des dispositions sur les associations, sur ceci, ça va être difficile. Et donc en 1919, confirmé en 1924, confirmé en 1944 par une ordonnance de Charles de Gaulle, eh bien la République prend des décisions, des lois provisoires. Nous vivons toujours sous le régime de lois provisoires qui maintiennent des dispositions qui existaient en vigueur au jour de l'armistice de 1918. Cela concerne aussi bien la religion, l'enseignement religieux à l'école, dont on peut parler si vous voulez, les facultés de théologie à Strasbourg, mais aussi les associations, la pêche, la chasse, le régime de la publicité foncière, le code du travail, etc., etc. Des tas de domaines. Et tout ça, ça constitue ce qu'on appelle le code du droit local alsacien et mosellan. Et là, nous sommes dans le provisoire qui dure. Et nous retombons dans un phénomène identitaire. Car incontestablement, en dehors même de la question religieuse, dans les autres dispositions du droit local, il y a des éléments qui sont intéressants. Tout le monde dit que le régime des associations est plus intéressant que celui du reste de la France. On peut discuter de celui de la chasse, on peut discuter de tas d'autres choses. Mais d'abord, on n'a pas arrêté de dire aux Alsaciens et aux Mosellans depuis 1918 que si on arrêtait de payer les curés, ils n'auraient plus les autres dispositions, ce qui n'est absolument juridiquement pas vrai. Et surtout, on est face à un phénomène, encore une fois, identitaire. Je m'amuse, ça va être une de mes dernières citations, je m'amuse à vous lire, si vous voulez bien, un aspect une déclaration, enfin, plutôt un texte, d'un institut. Alors, le terme d'institut peut laisser croire que c'est quelque chose d'officiel. En fait, c'est une association, mais qui n'est payée que par les collectivités locales. Il s'appelle l'Institut du droit local. Et son président est sollicité par tous les élus pour donner son avis sur tout cela. Et il écrit ceci, c'était il y a 3 ans sur le site, j'en ai tellement parlé qu'il l'a fait enlever. Je cite, « Le droit local est devenu un élément du paysage alsacien, un marqueur de l'identité de la région, un aspect de l'épopée alsacienne dans laquelle se retrouvent tous les Alsaciens de cœur. On veut garder le concordat ou les corporations parce que c'est à nous et qu'on ne supporte pas que Paris nous dise que ce n'est pas bien. » Je ne vais pas loin, il y a d'autres choses. Ça illustre bien ce phénomène identitaire. C'est à nous. C'est à nous. Je me souviens encore d'un débat que j'avais eu dans le cadre associatif avec des Alsaciens à Strasbourg. Et j'avais en face de moi notamment, il était plus âgé que moi, je crois qu'il est mort aujourd'hui, un professeur d'université, réputé, très intelligent, athée parfaitement, mais qui voulait absolument conserver le droit local, y compris le concordat. Et qui me dit ceci devant tout le monde. Nous nous sommes donnés en 1681 à Louis XIV
à condition qu'ils respectent nos privilèges. Nous avons accepté de revenir dans la République française en 1918 à condition qu'elle respecte nos privilèges. Et après, c'est lui toujours qui parle. Ce n'est pas maintenant 3 énarques parisiens qui vont nous emmerder. C'est clair. Hein? On est face à un phénomène identitaire. On peut discuter de tas de choses. Tous les éléments du droit local sont intéressants, d'autres beaucoup moins. Certains sont redondants. La faillite civile et la loi de Neyertz, on peut comparer. Voilà. Mais on peut en discuter. Et pour ma part, et beaucoup de gens, nous préconiserions à ce qu'il fasse un inventaire et qu'on voit qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on ne garde pas. Mais surtout, en matière religieuse, pourquoi continuer à conserver ce concordat, de continuer à... Alors, à quoi ça consiste pratiquement aujourd'hui en Alsace et en Moselle? Le concordat, au départ, c'est aussi un moyen de contrôle de l'Église. Aujourd'hui, on la paye, on la contrôle plus du tout. Très peu. Très peu. Si je vous disais les interventions des évêques au moment de la loi sur le mariage pour tous, etc., normalement, si on avait appliqué les textes, ils auraient pu faire de la forteresse, comme disaient les textes. On leur a rien fait, on leur a même pas fait une remarque. Donc, on a donc comme situation concrète les prêtres, donc les curés, les desservants, les évêques, l'archevêque de Strasbourg, un certain nombre de secrétaires des structures, les pasteurs et les responsables des structures des églises luthériennes et calvinistes, qui sont d'ailleurs administrativement réunis aujourd'hui, et les rabbins et grands rabbins pour le culte juif consistorial, pas les juifs libéraux. Delphine Orviller, elle serait en Alsace, elle ne serait pas payée. Voilà. Et donc, ces gens-là sont payés. Ils sont payés suivant un barème qui est un peu parallèle à ceux de la fonction publique. Un curé a un barème à peu près équivalent à celui d'un professeur certifié. Un évêque, c'est un peu plus de 4 000 € par mois. Au petit préfet, oui. Je vais bien le croire. Donc, mais il y a aussi des pensions de retraite pour les retraités, mais aussi pour les ayants droit. Pas pour les catholiques, pour ceux qui se marient. Donc, s'il y a des veuves ou des orphelins, ils sont effectivement rétribués. Et donc ça apparaît sur le budget de l'État. C'est une ligne du budget de l'État, gros sujet d'aujourd'hui, et ça correspond aujourd'hui, bon an, mal an, à environ 55 millions d'euros par an. Vous mirez à côté de la dette de la France, c'est peanuts, mais enfin, on cherche parfois des millions. 55 millions d'euros par an sur le budget de l'État, ce qui fait, soyons clairs, c'est aussi vos impôts qu'ils payent. Ce n'est pas les impôts d'Alsace et la Moselle, c'est les impôts de tout le monde. Deuxième élément important, pour l'Église catholique. Pour l'Église catholique, décret de 1809, les mairies ne sont pas seulement propriétaires des bâtiments, mais le texte leur impose de participer au budget des fabriques si ce budget est insuffisant. Alors bien sûr, on discute après, est-ce que les dépenses sont justifiées ou pas, ça c'est détail, mais dans le principe, les communes sont amenées à contribuer au financement de la vie des paroisses catholiques. Ensuite, il y a, et ce n'est pas le concordat du tout, ni les articles organiques, tout ce que vous voulez, c'est la bonne vieille loi Fallou française de 1850, c'est l'enseignement religieux obligatoire à l'école publique. Avec, on peut en discuter tout à l'heure si vous voulez, avec système de dispense ou pas, c'est assez complexe, on peut y revenir si vous le voulez. Mais enseignement religieux obligatoire. À l'école primaire, mine de rien, c'est 1 heure par semaine. Ça fait 480 heures de cours préparatoires au CM2. C'est pas rien dans une vie de formation. Et puis c'est des facultés de théologie à Strasbourg. Et c'était jusqu'en
2017, mais ça faisait très longtemps que c'était plus appliqué, mais d'un point de vue symbolique, c'était important. C'était dans le code pénal allemand, le délit de blasphème. Ça a été supprimé en 2017. Voilà la situation à peu près en Alsace et en Moselle. On peut discuter maintenant tout ce que vous voulez. Je crois que j'ai assez parlé et vous avez la parole. La laïcité en Europe et dans les pays européens, on en est où? C'est quoi? D'abord, le mot c'est ce qu'on dit généralement, le mot n'est pas traduisible. On utilise une formule quasiment anglaise, on parle de sécularisme. Et incontestablement, il faut bien le dire, dans un certain nombre de domaines, certains pays étrangers ont été dans des questions, j'aime pas le mot, mais j'en trouve pas d'autres, sur des questions sociétales, parfois en avance sur nous. Sur l'IVG, sur le mariage pour tous, sur le droit à mourir, etc., etc. Mais la séparation des églises et de l'État, au sens où la France le prévoit, est n'est pratiquement pas prévu dans le reste de l'Europe. Certains pays ont même encore théoriquement une religion d'État, de point de vue formel. Ça ne signifie pas grand-chose. C'est le roi d'Angleterre qui est chef de l'église anglicane, quoi. Bon. Mais il n'a plus de véritable pouvoir religieux non plus. Et le pouvoir du roi d'Angleterre d'aujourd'hui n'est pas celui de Louis XIV il y a 300 ans, 400 ans. Mais donc, non, nous sommes de ce point de vue-là, nous sommes dans une situation assez différente. Parfois difficile, parce qu'incompris. Donc, je sais que je vais souvent en Allemagne, je rencontre beaucoup de gens, je participe à beaucoup de colloques dans ces pays, et ça me semble important d'échanger avec eux, de voir, et je me heurte parfois à une certaine incompréhension. Parce que, de fait, la laïcité à la française est quelque chose qui est incompréhensible pour les... Assez, oui. Pour les voisins. Hein. Plutôt, oui. Plutôt incompréhensible, c'est vrai. C'est pas simple. Hein. Comment ils font ? Comment ils font ? Alors, je vais vous donner deux situations. Prenons l'Allemagne. L'Allemagne, avec des situations différentes pour chacun des Land. Hein ? Chaque Land, l'ensemble des Land, c'est les Länder. Pour chacun des Land, a défini sa politique dans ce domaine-là, et sur la masse des impôts de revenus payés par un salarié, 7% vont en religion. Alors, le salarié, je pense que c'est au moment de son contrat de travail, je ne sais plus, ou est-ce qu'on lui demande régulièrement, je ne sais plus, ça j'ai oublié, puis ça c'est un détail. Il coche la religion qu'il faut payer. Oui. Alors, certains prévoient exclusivement catholiques et protestants et juifs, certains prévoient musulmans, mais pas tous. Et puis on peut avoir des œuvres sociales, je crois. Ça dépend des régions, des Länder. Et sinon, on peut cocher sans religion. Alors, les braves évêques allemands, et c'est arrivé à un de mes amis, travailleurs expatriés, comme on dit en Allemagne, qui n'avait pas du tout envie de payer 7% de son salaire pour les curés ou les pasteurs allemands. Voilà. Donc, il coche sans religion. L'évêque du coin a dit, Monsieur Jean Dupont, apparemment, d'après, on s'est renseigné, il est né à Chaumont. Monsieur l'évêque, il est où l'évêque? C'est à Chaumont ou à Saint-Dizier? Alors, il est là. Donc, il est là. Donc, il s'est adressé à l'évêque de Langres. Moi, je ne connais pas très bien les circonscriptions diocésaines aujourd'hui, l'ensemble de la France. Hein. Et donc, il écrit à l'évêque de Langres en disant, le sieur Jean Dupont, il n'a pas été baptisé chez toi un jour? Alors, on épluche les registres paroissiaux. Eh oui, Jean Dupont, il a été baptisé il y a 40 ans. Il est catholique, il paye. En fait, ça se passe plutôt comme ça.
l'évêque du coin, là-bas, nous envoie un courrier nous disant « Monsieur Jean Dupont a déclaré ne pas appartenir à l'Église catholique ». Oui, mais en attendant éventuellement qu'on lui dise que le contraire, pour pouvoir l'imposer. Et d'ailleurs, certains ont été amenés à faire procéder. Il aurait sans doute pas fait autrement, parce que c'est une procédure qui peut paraître un peu ridicule, de demander à sa radiation du registre de baptême, ou du moins d'une mention marginale. Alors, ce qui se passe, c'est que pour notre part, quand ça vient d'Allemagne, nous ne faisons que l'écrire au crayon de papier, parce que nous savons que justement, c'est purement formel, c'est le fait de refuser l'impôt. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais est-ce que tous les évêques sont aussi honnêtes que vous? Je n'ai rien dit. Mais donc ça c'est pour l'Allemagne, mais je peux parler aussi de la Belgique. Oui, est-ce que cet impôt sert aussi à entretenir les lieux de culte? Ça sert à l'ensemble? Ça sert en partie à ça, sans doute, oui. J'avoue que je ne connais pas le détail de la possession, de l'aspect foncier des bâtiments en Allemagne. Ce n'est pas quelque chose que j'ai traité beaucoup. J'ai deux exemples à vous donner pour parler de nos voisins immédiats sur le nord-est. C'est la Belgique. Alors la Belgique, elle n'est pas laïque. Elle se veut neutre. Non, les religions, on les aime toutes. Mais on les paye toutes. Et donc, elle assure un subventionnement global, annuel, à tous les cultes. Il y en a 7 ou 8, je crois, qui sont reconnus en Belgique et qui sont payés. Voilà. Si bien que, ce qui me semble complètement aberrant, que certains mouvements laïques ont dit « mais alors et nous, et nous, et nous ?» Ben, vous serez payés aussi, comme des cultes, ce qui est une absurdité totale. La laïcité n'étant, à l'évidence, pas un culte. Voilà. Alors, le Luxembourg, c'est un peu différent. Le Luxembourg est un peu différent. Pour la petite histoire, ou la grande, le Luxembourg, pendant la Révolution française et pendant le Premier Empire, faisait partie du département des forêts de la République française ou de l'Empire français. Il était réputé français. Et donc, quand Bonaparte d'abord a signé le Concordat en 1801, et ensuite, après que toutes les autres décisions s'est prises, eh ben, ils étaient dans le coup. Le 1815, Napoléon revient de l'île d'Elbe, il est battu au Waterloo, terminé. Mais la France, du coup, perd toute une série de territoires. Et elle retrouve les frontières de 1792. Donc le Luxembourg est intégré dans un ensemble avec la Hollande et la Belgique. Il devient indépendant vers 1830, si mes souvenirs sont bons. Et il continue, pendant plus d'un siècle, à appliquer les textes français. Il applique les dispositions du Concordat sans en signer un nouveau. Et toute une série d'autres mesures. 2013, un gouvernement luxembourgeois, après des décennies de domination des chrétiens sociaux, un gouvernement luxembourgeois dirigé par un libéral et les socialistes et les verts décident d'arrêter cela. Pour diverses raisons. Hein. Enfin, c'est assez marrant. Je reviendrai à ça tout à l'heure. Ce gouvernement décide de supprimer toute référence au Concordat, de donner la possession des bâtiments de culte à une fondation de l'Église catholique, débrouille-toi avec, hein, mais en échange, on va faire une subvention globale. Donc un peu à la Belge, mais vu qu'au Luxembourg, avec les institutions européennes, il y a des anglicans, des orthodoxes, etc., il y a toute une tripotée de religions qui sont ainsi subventionnées. Principalement quand même l'Église catholique et les églises protestantes. Et donc, mais les bâtiments ne sont plus la propriété des communes qui ont même, d'après les nouvelles lois de 2013, l'interdiction de subventionner les cultes. C'est assez intéressant. Ça reste uniquement l'État. Donc vous voyez, on a des situations qui sont très différentes. Je n'ai pas étudié dans le détail ce qui se passe en Espagne ou en Italie.
on pourrait le faire, mais j'ai quelques idées, mais on va pas passer la soirée là-dessus. En Italie, il y a un concordat mussolinien au début, puis voilà. D'autres questions? Oui, alors j'ai bien entendu la loi 1905, la séparation des églises et de l'État. En ce moment, notamment chez les DDEN, nous lançons l'opération, nous continuons de lancer l'opération L'arbre de la laïcité. Et aujourd'hui encore, un élu local s'est autorisé à faire allusion aux racines chrétiennes pour justifier, me semble-t-il, c'est comme ça que je l'ai interprété, il a dit quand même, l'arbre a des racines et nos racines sont chrétiennes. Et bien sûr, je ne vous dis pas la suite, ce qui sous-entend qu'on peut se permettre des transgressions à cette séparation des églises et de l'État. Bien sûr. Hier, la fameuse ampoule du baptême de Clovis. Hier, j'avais une candidature pour les DDEN, j'ai procédé à un entretien, et lorsque j'ai parlé de la neutralité absolue des services publics, de l'école en particulier, et dans le même temps, je me heurtais à une crèche qui était installée au pied de la mairie. Alors on a dit oui, mais si je suis DDEN, donc il faut que j'enlève la crèche là. Bon, elle a eu une chance, la crèche, elle n'est pas dans la mairie, elle est sous la mairie, dans le lavoir qui est fermé. Il y a juste une fenêtre, une vitre qui permet de voir et d'admirer la crèche en question. Bon, on n'a rien entendu, hein. Alors je me dis, sans arrêt, je suis confronté, et j'ai toujours été confronté à cette référence aux racines chrétiennes pour justifier toute transgression à cette séparation des églises et de l'État. Désolé, mais c'est comme on me rabâche, et alors quand on est sur les réseaux sociaux, alors c'est la galère. Oui, depuis Clovis et son baptême qui a fait de la France, etc. Bon, faut quand même dire que Clovis était roi des Francs, roi d'une peuplade de Francs, qui a possédé une partie du territoire de la France actuelle, et qui, dès qu'il a été mort, ça a été divisé entre l'Austrasie, la Neustrie, etc. Charlemagne, en plus, il avait un empire qui allait jusqu'en Thuringe. Les Allemands considèrent Charlemagne autant comme leur ancêtre que la France. Tout ça, c'est de la faribole. Racines chrétiennes, bon, je vous dis, hein, c'est l'ampoule du baptême qui est tombée du ciel, de l'ampoule de Clovis, quoi, comme celle qui avait permis le baptême, pas le baptême, le sacre de Constantin, le Grand. Voilà. Après, mais non, enfin c'est là encore, je rappellerai que la notion de France est quelque chose de relativement beaucoup plus récent que ce qu'ils disent là. Vous ne le savez peut-être pas, mais jusqu'en 1204, et un certain Philippe Auguste, aucun roi n'a porté le titre de roi de France. C'était des rois des Francs. C'est Philippe Auguste le premier qui a pris ce titre de roi de France. Et à partir de ce moment-là, a commencé petitement à se constituer une espèce d'identité nationale française. Petitement. Hein, avec, je sais pas moi, est-ce que la Savoie elle se considère française depuis quand? Etc. Est-ce que la Bretagne s'est toujours considérée vraiment comme française? Non, enfin c'est toujours pareil. Hein. C'est pas. On parlait de l'Alsace il y a pas longtemps. Vous parlez de quoi là? Vous parlez de quoi? Non, mais je dis toujours pour parler de la Moselle et de l'Alsace que autant l'Alsace a incontestablement une certaine unité culturelle, une langue, enfin un dialecte, ils veulent pas ils disent langue, mais enfin un dialecte qui est pas tout à fait le même. Hein. Un des plats préférés, un des plats connus, à Strasbourg on dit Beckhofen, à Mulhouse on dit Beckhofer. Bon. Et dans le Sungo du côté tout à fait au sud, c'est incompréhensible, ça se rapproche du suisse, du zurichois. Mais malgré tout, c'est un dialecte germanique relativement unifiable. Il y a un sentiment d'appartenance incontestable, même si entre le sud et le nord, ils ne s'aiment pas trop, entre Mulhouse et Strasbourg. Il y a la gastronomie alsacienne, incontestable.
que l'on ne déteste pas non plus. Bon. Mais, à côté de ça, la Moselle n'a pas d'identité. Moi, je suis né en Moselle. Je suis né à Thionville, je vis à Metz. La Moselle, j'ai pu rallumer, mais la Moselle a été fabriquée au début de la Révolution française avec des morceaux de la République messine qui avaient fichu l'évêque à la porte. Des morceaux de territoire qui appartenaient encore à l'évêque du côté de Vic-sur-Seille. Des morceaux du duché de Lorraine et de Bar. Des morceaux des Pays-Bas espagnols, Thionville. Des morceaux qui appartenaient encore à l'Empire allemand, le Saint-Empire romain germanique de l'époque. Plus peut-être quelques principautés dont je ne sais pas trop où ils étaient. Oui, oui. Bon. Donc tout ça, ça a fait d'excellents Mosellans, comme disait la chanson, et on a fait un département qui se tenait à peu près d'un point de vue géographique. Comme les Allemands ont annexé une partie, et qu'ils ont tiré droit, et qu'ils ont voulu récupérer Metz, qui était parfaitement francophone, française depuis 1552, 200 ans avant Nancy. Mais donc, ils ont voulu tirer droit pour que la frontière soit facilement défendable, et surtout parce que Metz est une forteresse qu'ils voulaient récupérer. Eh bien, le fait de couper cela a amené à séparer Longwy et Briey, qui faisaient partie de la Moselle et qui ont été donnés à la Meurthe, et la Meurthe s'est séparée de Château-Salins et de Sarrebourg qui ont été rajoutés à la Moselle. Voilà. Donc bricolé. C'est un territoire bricolé et qui n'a pas de véritable identité. Pour ceux qui connaissent un peu la Moselle, entre le pays de Forbach, Sarreguemines et Metz, entre Thionville et Château-Salins, c'est des mondes. Alors qu'on a entre Colmar et Strasbourg, il y a quand même beaucoup plus d'affinités. Donc moi, ce que j'ai l'habitude de dire, ça sera mon dernier mot sur ce sujet, c'est que je ne sais pas ce qu'est la Moselle, ce que je sais, c'est qu'elle n'est pas alsacienne. Oui, mais ce n'est pas les mêmes. En Moselle, on parle un francique. Non, les deux. Du côté de la Sarre comme du côté luxembourgeois, ce sont deux franciques. Mais ce sont des franciques, donc des moyens allemands. Mitteldeutsch. Alors qu'en Alsace, c'est du haut allemand. C'est du Hochdeutsch. Mais du côté de Sarrebourg, c'est les mêmes. Du côté de Sarrebourg, il y a des influences peut-être alsaciennes, plus peut-être. Bon, on ne va pas entrer dans les détails de cela. Voilà, je ne sais pas si je vous ai beaucoup ennuyé avec tout ça, mais j'en ai perdu la voix. Merci beaucoup, Michel.